Donc j'ai fait un film sur le musée de l'Art Cru Muséum, ta collection personnelle, et je me suis dit que ce film méritait un entretien avec le propriétaire de cette collection, et puis on va dire aussi celui qui a mis en scène cette collection. Donc je suis venu te voir avec une série de questions à laquelle tu as bien voulu, tu as bien voulu participer à cet entretien. Alors la première question, elle est toute simple, hein, c'est un peu comment t'es venue l'idée de constituer ce regroupement d'œuvres, de ce style d'œuvre, de témoignage d'ailleurs, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de créations qui ont été réalisées au cours aussi des ateliers d'expression de l'art cru. Oui. Voilà, donc ça c'était ma première question. Disons que l'idée ne m'est pas, c'est pas une idée qui m'est venue de constituer une collection. J'ai pas procédé par ça. C'est pas le résultat d'un projet ou d'une planification. C'est un manifeste du désir, si je peux le dire de cette façon. C'est-à-dire que la collection s'est constituée, a commencé la conservation d'objets, la conservation d'un certain nombre de documents plastiques comme ça, produits à mon contact ou dans le cadre des séminaires ou des ateliers d'expression que j'ai développé dans les années 60-70. À un moment donné, c'est comme s'il y a eu une condensation. Il y a eu une condensation, un phénomène de prise autour de ce concept d'art cru. Oui. Il y a avant la période qui va de 1966-1967 jusqu'aux années 84. Donc, c'est une période où j'ai fait moi-même des expériences de création assez sauvages, qui, dans des contextes de groupes de loisirs comme ça, dans la cité, c'était pas du tout relié directement à mon travail. Donc j'ai fait une expérience personnelle de la création, autodidacte, très complètement dégagée de toute préoccupation artistique. Et j'ai traversé cette épreuve, cette épreuve de manière extrêmement jubilatoire. C'est-à-dire que ça a été le déclenchement d'un travail profond je ne sais pas comment appeler ça, quoi, de connaissance de moi, moi-même, de mise à jour et de découverte et heureuse de toute ma vie affective. Ce que d'autres appelleraient l'inconscient, c'était une sorte d'avènement, quoi, de ce magma affectif, de ces histoires qui ont constitué la mienne, qui tout d'un coup se mettaient en représentation créatrice, plastique, en particulier à travers l'argile. J'ai commencé avec l'argile, ça a été là le révélateur. Puis j'ai vécu aussi des expériences parallèles dans un atelier de peinture où j'ai rencontré l'expérience créatrice comme événement de naissance, presque à la vie psychique, j'allais dire. C'est-à-dire que dans ce travail-là, je suis allé de moments d'intense jubilation à un certain travail non pas de frayeur, mais
j'étais quand même assez interloqué de ce qui sortait de moi, de caractère monstrueux de mes productions, et en même temps de leur caractère jubilatoire, profond et heureux dans mon développement. Et je crois que c'est à partir de cette découverte que très progressivement, assez rapidement, est venue s'inscrire cette pensée que je pouvais engager dans une seule voie ma formation de psychosociologue, psychosociologue, qui était une formation très universitaire à l'époque, très abstraite, pas du tout des formations opérantes dans le champ professionnel. Mais j'ai vécu une aventure de même nature dans ma formation de psychosociologue à la dynamique des groupes. Voilà, qui a été essentiellement des lieux de parole, des lieux de travail psychique et de parole, d'élaboration verbale. Voilà, et j'étais dans le même temps, dans la même période, j'étais à la fois captivé dans l'expérience créatrice et complètement malmené dans l'expérience dynamique de groupe, dynamique de petits groupes qui naissaient, qui ont constitué un peu le terreau des événements de 68, qui anticipait d'ailleurs sur ce travail de crise et de libération de la parole qu'a été l'expérience de mai 68 et de toutes ces résonances ultérieures. Et donc c'est en 69-70, j'ai commencé à expérimenter cette double focale dynamique de groupe, expérience créatrice, avec bonheur, à l'université d'abord. J'étais chargé de cours et je pratiquais la dynamique de groupe en atelier d'expression à la fac de Bordeaux, ce qui m'a valu d'être éjecté de l'université au bout de 3 ou 4 ans et d'aller me reconvertir dans un service de psychiatrie où j'ai pu mettre en chantier, à partir de ce moment-là, mes hypothèses de travail dans le monde du soin et de la thérapie en milieu psychiatrique, donc avec des patients très régressés, des personnes psychotiques. Voilà. J'ai vécu ces 2 temps, un premier temps dans le champ universitaire avec une idée de synthèse entre 2 tensions, l'une qui est une tension de création concrète avec les matières, avec les langages et les matières, et l'autre de création aussi avec la pensée. C'est ça. Et la parole. J'ai fait ce passage de l'université à la psychiatrie et j'ai rencontré en psychiatrie la même ambiguïté, la même ambivalence de l'institution. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, j'étais placé dans une position intenable, donc je suis parti de l'hôpital psychiatrique et j'ai créé ma propre institution. Comment ça s'appelait à l'hôpital psychiatrique, ce que tu avais mis en place? C'était des ateliers d'expression, des ateliers thérapeutiques et d'expression. Et c'est ce qui a été transformé par les ateliers après repris par Bernard Cousinet ou... Non. Le travail de Jean-Bernard Cousinet était latéral, il était plus lui dans l'animation, dans une rencontre assez sauvage, sans projet thérapeutique. Moi, je travaillais dans le soin auprès de ces personnes. Voilà. Donc ça m'amène en 1983-84. Et à cette époque-là, j'avais été invité par le ministère de la Culture à un colloque à Lyon qui s'appelait Handicap et Culture. Et j'avais fait un film et j'avais montré mon premier film, mes premières diapositives sur mon travail de psychothérapeute en atelier d'expression dans l'espace psychiatrique. Et ça avait mis le pataquès. Ce document-là avait suscité beaucoup de virulence de la part d'un certain nombre de psychiatres établis. Et donc en revenant de ce congrès, la nuit même,
j'étais du côté de Limoges, en train, en couchette, quoi. Et je me suis réveillé, je crois que c'est à la gare de Limoges, avec ce flash Arcru. Voilà. Ah oui. Et je me suis mis à gamberger autour de ce truc-là, de ce signifiant, au fond. Ça allait se révéler être pour moi une sorte de signifiant maître, Ouais. qui a métabolisé la totalité de mon champ d'investissement professionnel, intellectuel, affectif, personnel, dans tous les champs de la création, dans tous les domaines de la création. Donc je revenais avec ce condensé Arcru, et je me suis mis tout de suite au travail, autour d'abord d'une galerie. Donc j'étais installé à Auch, dans le Gers. J'avais loué un espace pour installer une galerie que j'ai appelée Galerie d'Art Cru. Ah oui. D'abord, et puis j'ai créé le centre de formation continue, atelier de l'art cru. Et j'ai gambergé un peu tous azimuts, quoi. J'ai commencé une activité éditoriale aussi. C'est à ce moment-là donc que aussi c'est développé l'idée de donner comme enveloppe sociale un certain nombre d'œuvres et d'objets que j'avais chez moi, que je trimballais depuis des années, des objets, des œuvres, les miennes personnelles, et de quelques personnes en formation avec moi, qui sont devenus le début de cette collection. D'accord. Donc c'est devenu réellement collection à partir du moment où je suis parti de Auch, du Gers, où je suis allé m'installer au château de Montéton, dans le Lot-et-Garonne. Donc j'ai acheté ma maison là-bas, une maison avec des dépendances assez grandes. Et là, j'ai créé l'Art Cru Muséum, notamment avec les œuvres de Philippe Ayni, qui ont constitué le socle, un socle assez extrêmement généreux, assez fantastique, qui a alerté tout de suite les médias, Sud-Ouest. Enfin, j'ai eu beaucoup de retentissement à cette période-là. Voilà. Et donc depuis 88-90, il y a eu une dernière mutation. Donc je suis passé de Montéton à cet espace ici, à Bordeaux, donc dans les anciens chais de Chantecry, où là j'ai pu dilater ma collection à fond la caisse. Donc depuis 1991-92. La collection ici s'est enrichie de façon assez fantastique. Avec un très beau cadre, avec et toi. Oui. Et c'est ouvert au public, cette collection? Donc la collection est ouverte sur rendez-vous, quoi. C'est pas. Alors ce que j'explique aussi, c'est qu'au fil des années, j'ai complètement différencié les deux mondes. Celui de mon amour pour la création, et ces créations-là en particulier, de ce que j'appelle art cru, c'est-à-dire des objets créés dans un contexte de crise existentielle, soit à partir des expériences des gens ici, soit à partir de rencontres que j'ai faites de créateurs et d'artistes en crise profonde, de gens très, très perturbés, en grande souffrance affective, dont les œuvres m'ont percuté, quoi. Et donc j'ai acheté pas mal. J'ai commencé une collection personnelle aussi, d'objets que j'ai achetés de différents endroits. Saisissante, cette collection. Voilà. Donc c'est une collection qui maintenant est constituée en Art Cru Muséum. Je l'ai appelée de manière un peu emphatique Art Cru Muséum, avec cette arrière-pensée liée au Muséum d'Histoire Naturelle, avec cette idée que ici, le champ de création que j'explore, c'est l'expérience créatrice à l'état natif. C'est la création à l'état natif. C'est-à-dire des gens qui adviennent au processus de création sans aucun rapport avec le monde artistique
n'ont pas créé pour ça, ou ils ont découvert la création dans un tel contexte, celui de l'art cru ici, totalement dégagé de préoccupations artistiques. Mais ça, c'est la question du processus, parce que finalement, ça soulève quand même, c'est une question qui me vient comme ça, un paradoxe. À partir du moment où c'est institué en musée, c'est en position d'être un objet, finalement, avec des regardeurs, ça devient une œuvre d'art. Moi, je constitue ces objets en œuvre d'art, ça c'est clair. Hein. Ouais. Ce qui constitue un objet en œuvre d'art, c'est dès l'instant où le créateur engage le risque de placer son objet sous le regard de l'autre. Dès cet instant, il le constitue en une œuvre. Voilà. Donc un objet de création, un objet créé dans un contexte comme ça de crise et de tentative de se libérer de l'astreinte mortifère de sa propre histoire, eh bien ça produit un travail de transformation, un travail de purge, un travail de catharsis. Alors c'est marrant que tu emploies tout ce vocabulaire, Guy, parce que justement tu parles du début, de comment ça a démarré avec notamment l'étape dans l'institution psychiatrique. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un mot qui est évacué, et c'est d'ailleurs, il me semble, dans divers écrits que tu as produits, hein, la question de art-thérapie ou de thérapeutique, comme si finalement il y avait quelque chose qui était trop noué à l'institution peut-être du soin, et qui avait l'idée de se dégager de ça. Je me suis totalement dégagé du concept d'art-thérapie, ça c'est clair. Et je dois dire que au moment où il est arrivé chez nous en France, donc c'est des expériences américaines, anglaises, qui ont commencé à s'infiltrer en France dans les années 80, justement. Les premières fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 1984, justement au moment où moi je créais le concept d'art cru. Et j'ai été très tenté d'appeler ma démarche analytique, de l'inscrire dans ce concept d'art-thérapie, qui est un concept très, très séduisant, quoi. Oui. C'était un mot là qui venait domestiquer les champs sociaux, là, qui est venu à la manière d'une contagion. Ça s'est développé jusqu'à ce que je comprenne et je découvre quelles étaient les pratiques instrumentalisantes et qui recouvraient ce joli mot d'art-thérapie qui fait avaler l'eau du bain avec le bébé du comportementalisme, quoi. Voilà. Donc pour moi, l'art-thérapie, c'est un concept totalement inadéquat pour parler de ce que je fais moi dans mon chantier avec l'expérience créatrice. Je parle d'expérience créatrice, pas d'art. Le monde de la création, il y a plusieurs dérives possibles, dérivations, voies possibles. Il y a celle de l'art, c'est-à-dire des créateurs qui engagent leurs œuvres dans le champ social et dans une recherche sur le langage, qui consacrent leur vie à ça. Et de l'autre côté, il y a le soin apporté à la personne, et qui serait pour moi le champ analytique. Je parle même plus, enfin je suis bien obligé d'en parler, d'utiliser le concept de thérapie, mais je parle même plus de thérapie. Je pense que ce que j'ai créé de spécifique, c'est un champ analytique dans lequel j'ouvre les matières langage, les matières langagières, comme moyen de parole. Et justement, ça me fait penser à une comparaison qui est celle de la psychanalyse, dans le sens où est-ce qu'on pourrait dire que finalement il y a des effets thérapeutiques. Au même titre que dans la psychanalyse, il y a des effets thérapeutiques. Je conteste totalement cette notion d'effet thérapeutique. C'est un truc, pour moi c'est un concept bidon.
il y a des contrats passés avec des gens qui sont des contrats de soins ou d'autres contrats d'enseignement. Par exemple ici, les gens qu'on reçoit en formation, on n'est pas lié par eux dans un contrat analytique de soins. Il y a des gens qui sont très, très souffrants. Hein. Il y a des gens qui utilisent la formation comme un lieu de soins. Mais le but n'est pas le soin. Et tout ce qui se passe pour eux dans le champ des processus de croissance, des processus de transformation de soi, j'appelle pas ça des effets thérapeutiques, j'appelle ça des effets du travail de la formation. C'est un effet de la confrontation des gens à ce cadre. L'art cru, voilà. L'art cru, c'est un cadre. C'est pas un mouvement artistique. C'est un cadre dans lequel les gens sont invités à se soumettre au processus de la création et à en dire ce qui advient lors de cette expérience de création. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le temps de parole qui est prévu après. C'est un temps d'élaboration qui est couplé, en couplage indissociable avec l'atelier d'expression créatrice lui-même. Donc ça a des effets. Hein, ça a des effets de sens, comme on dit volontiers dans le langage des psychanalystes, ou d'autres d'ailleurs. Ça a des effets de mettre au tapis certaines défenses, certaines peurs, et ça a des effets d'émergence de complexes affectifs, de forces affectives qui osent prendre la parole. Voilà. C'est cette idée de surprise dont tu parlais au début de ta propre expérience. Ah ben c'est un effet de surprise constant. C'est-à-dire moi en tant que formateur ou en tant que thérapeute utilisant ces médiations langagières, je suis en permanence éberlué de la force, de la vigueur de ce processus-là qui est de s'emparer du langage comme étant le lieu du travail de transformation. Donc il y a quelque part quelque chose d'analogique avec le processus de la psychanalyse. Lorsque la psychanalyse est opérante pour une personne, selon moi, c'est que le process élu comme langage, c'est le process psychique de l'association d'idées, de pensées. Donc c'est le travail psychique et la mise en bouche de ces mouvements psychiques. C'est un peu la même chose qui se passe dans le travail d'atelier d'expression, sauf que c'est pas un champ psychique que l'on offre comme espace de parole, c'est le champ d'une pensée concrète qui est la pensée créatrice, à proprement parler, qui est la création. C'est-à-dire sculpter, modeler, peindre, écrire, sont des langages tout aussi puissants que créer des images psychiques. J'ai envie de dire même, pour aller dans ton sens, sculpter, modeler, fabriquer, détruire aussi. Là, je pense à ce tableau très impressionnant, avec un fleuve de têtes là, qui ont été brûlés. Les grands brûlés. Oui. Les grands brûlés de Trompe-l'œil, c'est ça? Oui, Augustin Trompe-l'œil. Oui. C'est un très beau tableau. Il y a vraiment cette... On a l'impression... Alors voilà, moi j'ai jamais suivi tes ateliers, Guy, mais on a l'impression que tout est possible, fabriquer mais aussi détruire. Cet objet-là, il a une histoire particulière. La personne qui a fait ça n'est pas né à l'art cru. C'est un type qui était médecin au départ, et puis on pourrait dire qu'il est devenu un peu fou, quoi. En tout cas, il était en grande souffrance personnelle et il a fait une création de marionnettes complètement destroy. Un monde, un univers de marionnettes autour de thèmes très mortifères, très violents, autour du sexe, de la mort, de la mutilation. Voilà. Et cet homme a beaucoup déchargé. Il a arrêté la médecine et il s'est engagé dans un travail de création.
Et donc il a rencontré l'art cru, il m'a rencontré à partir d'une exposition où il exposait avec Philippe Ayni. Moi j'ai découvert son travail à ce moment-là, donc je suis mis en contact avec lui, j'ai été chez lui, je suis devenu une relation d'amitié quoi. Et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone en pleine nuit, il était sûrement dans un très grand état de détresse et il me demandait, il m'expliquait au téléphone ce qu'il était en train de faire. Donc il est en train de passer au chalumeau ses peintures, il me demandait si je voulais bien lui acheter celle-là justement, avant qu'elle passe complètement. Et là j'ai dit ouais tu me l'amènes demain. Voilà, il m'a amené cette œuvre. J'ai parlé avec lui quoi, et il a continué à peindre après, à faire des. Donc il y a pas mal d'objets là-haut qui sont des objets, des épaves. Ouais. Des épaves de crise, de moments de crise que d'autres qualifieraient de psychotiques. En tout cas, ce sont des témoignages. Oui, ça c'est vraiment, pour moi c'est le cru à l'état brut, quoi. Sans référence même à l'art cru. C'est moi ensuite qui compose cette collection à partir d'œuvres d'une aussi intense vérité. Voilà. Et donc il y a quand même quelque chose de ton histoire dans la composition. C'est-à-dire qu'il y a tes choix à toi. Oui, cette collection, j'en suis le dénominateur commun. Voilà. Et tous ces objets me perforent. Ça traverse mon rapport à la douleur affective qui est complètement serein maintenant chez moi, parce que moi je m'y suis livré. Quand les gens me traversaient le musée, ils pointent souvent mes objets à moi. Et ça me plaît, ça me touche. Et ils perçoivent aussi l'unité intrinsèque de cette collection. Ouais. Et ils perçoivent complètement que c'est tout à fait autre chose que les musées d'art brut, les collections d'art brut. D'ailleurs, ça m'amène à ma deuxième question. Tu veux qu'on fasse une pause pour boire un verre d'eau peut-être? Non, ça va. Ça va. Alors, ma deuxième question, qui est, selon toi, ce musée se distingue-t-il des collections existantes d'art brut, d'art singulier ou d'art hors les normes? Autrement dit, en fait, ma question, c'est un peu qu'est-ce qui différencie, même si tu en as déjà dit beaucoup jusque-là, oui. L'art cru de ce qu'on pourrait appeler l'art brut, l'art singulier ou art hors les normes? Ouais, alors moi j'ai été mêlé, j'ai découvert l'art brut dans les années 75. C'est-à-dire j'ai été vivre en Suisse pendant un certain temps. Et là j'ai découvert le musée de Lausanne, la collection du Buffet. Ça m'a jeté par terre, quoi. Bien avant que je crée la collection de l'art cru. Donc j'ai été saisi à la moelle de l'âme par le musée de l'art brut. Et j'ai senti qu'il n'y a que ça qui m'intéressait, quoi. L'art contemporain, j'étais d'un état de déception perpétuelle. Ce qu'on commençait à appeler à l'époque l'art contemporain, et qui continue à sévir actuellement. J'allais de déception en déception, quoi. Ça sortait, le musée de l'art brut me mettait de plain-pied dans une expérience créatrice détoxiquée de toute adhérence culturelle, de toute confusion avec le marché de l'art, avec les institutions officielles de l'art, avec l'académie de l'art contemporain, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai été très friand, très gourmand, et je me suis mis à rechercher les lieux, les sites. Et j'ai découvert dans la foulée le musée créé par Alain Bourbonnais qui s'appelle la Fabuloserie. Donc, qui était un deuxième lieu
où j'ai retrouvé le même enthousiasme avec des œuvres et des productions aussi cinglées que celles qui étaient à Lausanne. Et alors, entre Alain Bourbonnais et Jean Dubuffet, il y avait une collaboration, une communication. Et Dubuffet avait dit à Bourbonnais d'appeler son courant art hors les normes. Voilà. Et donc, Bourbonnais avait adopté cette notion d'art hors les normes, qui intégrait pas mal d'auteurs d'art brut, mais aussi des auteurs d'art populaire, c'est-à-dire des gens, des illuminés, des bords des routes, quoi, des gens qui n'étaient pas dans ce désastre affectif cerné par la psychiatrie, qui compose 95% des artistes de la collection de Lausanne. Et donc j'ai été voir Bourbonnais, et en revenant de chez Bourbonnais, je lui ai parlé de ma tension, des objets que j'avais chez moi, de mon travail. Il m'a dit, mais écoute, fais un truc. Il m'a dit, l'art cru, c'est toutes ces rencontres que tu fais avec ce mode de création, fais-en quelque chose à toi. Et alors en revenant de chez ce type-là, je crois que c'était en 1987, je me suis dit, allez, je fais mon musée. Donc j'étais à Auch, c'était 85, 86, je ne sais plus. C'est là que j'ai créé le concept d'art cru et la première galerie de l'art cru. Voilà, c'est à la suite de cette fécondation de l'art brut, en ayant parfaitement conscience et clairement conscience qu'il s'agissait d'autre chose, que ma collection n'était, on ne pouvait pas confondre ce début de collection, notamment l'œuvre de Philippe Ayni, qui était tout entièrement chez moi, je gardais toute son œuvre chez moi, ne pouvait être assimilé à l'art brut. Ayni était fou, mais il était artiste, et il commençait à se poser en tant qu'artiste réellement, quoi, dans la réalité. Ce qu'il il est devenu vraiment, quoi. Il est sorti du commun de cet art-là, il a complètement tranché avec l'art brut. Et voilà, et donc moi j'ai composé cette collection autour du concept de cru. Alors avec cette idée que c'est des enfants du même lit, Dubuffet, Bourbonnais, tout ça. Mais c'est pas le même père. Un Dubuffet, il a flashé sur la folie parce qu'il était fou lui-même. Je pense que Dubuffet était à la bordure de la décompensation permanente et qu'il a trouvé dans l'art brut un espace de décharge, de déposer la part inconsciente de son œuvre autour de cette collection où la représentation est assumée par les fous. Voilà. Alors moi je pense la même chose pour moi. Je pense que il y a toute une part entre guillemets psychotique de ma propre expérience qui au moment où j'ai commencé mes explorations de création personnelle et mes explorations de création de ces ateliers analytiques, d'expression créatrice analytique, comme je les appelle maintenant, eh bien, dans ces créateurs et dans ma propre expérience de création, je rencontrais ces zones de l'inavouable, de l'impensable, dans lesquelles le réel vient s'incarner dans un objet. Le réel vient prendre un statut dans la réalité au travers d'un objet qui est une œuvre créatrice en tout cas, et qui peut, à un moment donné de l'histoire de la personne, choisir une voie vers l'art, une voie d'exploration dans le monde de l'art. Ce qui est mon état actuel d'ailleurs. C'est assez intéressant. Je me rends compte qu'actuellement, moi je bascule dans le troisième âge. Il y a des gens, là, dans la même année, il y a 4 ou 5 personnes qui viennent ici avec des caméras, des vidéos, qui viennent m'interviewer sur mon travail, sur l'art cru.
Alors je trouve ça intéressant. Je me dis qu'il y a quelque chose là qui est en train de condenser aussi. Et c'est aussi le moment où je peux affirmer de manière très ouverte la création de ce champ analytique particulier que j'appelle maintenant les ateliers d'expression créatrice analytique, et que je pose comme alternative contiguë à d'autres courants de travail analytique. Voilà, donc j'ai des rapports de contiguïté avec l'art brut, comme j'ai des rapports de contiguïté avec la psychanalyse, Voilà. mais ma démarche s'inscrit ni dans un ni dans l'autre. Elle est singulière. Il y a un espace, la définition d'un espace singulier, oui, complètement, dont je peux rendre compte aussi avec des outils conceptuels que j'ai fabriqués, que j'ai inventés. Je crois que j'ai fait œuvre de création dans le domaine, dans le champ analytique. Ouais. Voilà. Et donc, Il y a un agencement. Comment? Il y a un agencement. Oui, oui, il y a quelque chose qui se met Au sens de Deleuze. en construction, en étayage mutuel entre une pratique de la création, une pratique du travail analytique, une pratique de la pensée. J'ai écrit des bouquins qui sont aboutis. Il y a certains qui ne sont pas aboutis, mais il y en a certains qui sont aboutis. Et pendant toute une longue période, je me suis senti j'ai été dans l'obligation intérieure de me différencier, de différencier mon travail analytique de celui de la psychanalyse. Parce que j'étais entouré, enveloppé de psychanalystes peu tolérants, quoi. En fait, de gens très braqués, très ambigus quant à leur collaboration avec moi. Donc une expérience difficile. Ça a été un champ de différenciation. Comment se différencier de cet hégémonisme que dans la période des années 70 à 90, la psychanalyse était un mouvement intellectuel et social, hégémonique. On ne pouvait pas penser en dehors de la psychanalyse, dans les milieux des psychologues, dans les milieux de l'éducation spéciale, de la psychiatrie. La psychanalyse quand même représentait quelque chose d'assez hégémonique. Ça ne pensait pas en dehors de la psychanalyse. Donc moi j'ai traversé une période où j'ai commencé à penser, non pas spécialement contre elle, mais à côté, et dans l'obligation aussi de me mesurer de joute intellectuelle avec le corpus théorique des psychanalystes, vis-à-vis duquel je me sens maintenant tout à fait à l'aise. Et plus je ne suis plus installé dans un rapport de contre-dépendance. Là, tu es en train de déflorer, en un sens, une de mes questions, puisque c'était quels enseignements ou contre-enseignements as-tu tiré de la confrontation entre la théorie psychanalytique, alors j'entends bien la théorie psychanalytique, et la création. Étant entendu que, quand même, il y a quelque chose dans la création, comme pour toi d'ailleurs, il y a quelque chose qui, dans la création, un petit objet brillant comme ça, là, qui attire la psychanalyse, comme le miel attire les abeilles, quoi. Les ours. Ou les ours. Oui, donc c'était ça ma question. Et tu as répondu aussi à l'autre d'ailleurs. Pourquoi et comment as-tu inventé la combinaison des termes art cru? Et finalement, tu me dis si je me trompe, mais c'est une création un peu à deux, au fond. Puisqu'elle a été un peu soufflée par ce monsieur dont Non, ça n'a pas été soufflé. C'est une condensation. D'accord. Ça a été ma façon de... C'est mon avènement
c'est une naissance, quoi. Mhm. C'est une naissance psychique, Mhm. le cru. Et ça allait devenir pour moi un outil de me différencier, comme thérapeute en particulier, Oui. de cet impérialisme psychanalytique qui régnait dans les universités. Oui. Alors ça, c'est fini. Ah oui. C'est un drame des universités de psycho, c'est le comportementalisme et la molécule. Voilà. Le psy a été complètement mis au tapis, quoi. Mm. Donc ce petit objet brillant là dont tu parles, il y a une... j'ai eu plusieurs fois cette pensée, depuis que tu m'as demandé à faire cet entretien. Oui. J'ai une phrase de Nietzsche, de Zarathustra, qui revient régulièrement à la mémoire, qui est que il préfère une poignée de certitudes à une charrette de belles possibilités. C'est très Voilà. beau. Et alors, la poignée de certitudes, pour moi, c'est la métapsychologie. Mhm. C'est-à-dire que je suis bien d'accord avec toi que ce que j'attaque, parfois de manière assez virulente, c'est se faire semblant de la toute-puissante théorie psychanalytique, de la métapsychologie, comme unique mode de représentation de la complexité de ces phénomènes qui lient la vie affective, la vie psychique, la vie affective et le process de pensée, et le process analytique. Voilà. Contre ça, je suis assez virulent, mais même actuellement, même si ma virulence est passée du côté de l'humour, qu'elle n'est plus du tout dans la dimension dans une dimension d'agressivité. Mais je pense qu'on peut penser l'ensemble des phénomènes dont il est question dans les premières théories psychanalytiques jusqu'à celle de Lacan, on peut les penser d'un autre point de vue. Et cet autre point de vue n'est pas un point de vue théorique seulement, c'est le point de vue d'une expérience aussi d'un mode de relation analytique de nature totalement différente de celle que les psychanalystes utilisent. Voilà. Et je me suis interrogé souvent pour essayer de comprendre pourquoi on ne pouvait pas, enfin, quand je parle avec des psychanalystes, me revient aussi cette phrase, je crois que c'est de Lacan, qui dit qu'on ne peut pas arriver à faire penser les psychanalystes d'un autre point de vue que celui de la psychanalyse. Non, il dit on ne peut pas exercer la psychanalyse autrement qu'en adoptant la totalité du point de vue de la psychanalyse. Comme s'il y avait là une espèce de fermeture entre la théorie, la pratique, le monde de la pensée qui est complètement cadenassé. Quand je parle avec... j'ai été très intéressant pour moi cette année de collaboration avec Laurent Itenov, parce que et pour lui et pour moi, on s'exposait à créer un espace intermédiaire où on puisse parler ensemble d'un unique objet, d'un objet unique qui était celui du groupe de formation. Laurent Itenov, il faut le préciser, qui est psychanalyste. Voilà, il est psychanalyste, donc son métier c'est le divan et le fauteuil, il me semble qu'il l'exerce. C'est une forme d'expérience, hein, qui est une forme d'expérience, oui, est une expérience. Oui. Et moi, de mon côté, où j'expose ici des théories de l'expérience d'une nature totalement différente. Dont la perle, la petite objet voyant, le petit tas de je ne sais pas quoi, c'est l'expérience créatrice. Voilà. Et moi je dis, l'expérience créatrice est le territoire où se produit le travail de changement, le travail métamorphique. Voilà. Et ça intègre la psychanalyse lorsque celle-ci est opérante. C'est-à-dire lorsque le sujet, le client du psychanalyste peut travailler dans l'espace psychique comme les gens travaillent ici avec moi, dans l'espace pictural ou de maniement de l'argile, eh bien, c'est dans ce chantier entre l'imaginaire de l'analyste et l'imaginaire des clients, pris dans la représentation, que ces processus de condensation, de révélation, d'élaboration... Tu sais, j'ai le témoignage d'une personne qui a fait ces ateliers avec
toi, qui a suivi la formation et qui m'a bien dit que le travail en atelier, aux ateliers de l'art cru, était un outil formidable dans l'avancement de sa cure, enfin si on peut parler d'avancement, mais en tout cas dans ce qui se passait dans sa cure. J'ai des témoignages innombrables voilà. de personnes pour lesquelles le fait d'être passé dans les ateliers a été un point de démarrage ou de redémarrage ou même de conclusion d'un travail analytique embourbé oui. dans la complaisance. Ah mais il y a un bouger, on va dire. Il y a un bouger. Ah oui, oui, oui. Si on pouvait appeler ça comme ça. Il y a des gens à qui ça a permis d'arrêter des analyses interminables aussi. Mm-hmm. Et il y a des gens aussi à qui ça a permis d'aller s'allonger. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'expérience créatrice a été le révélateur d'une demande de soins analytiques oui. Qui ne pouvait pas se déplier dans un espace d'atelier vécu comme trop angoissant, trop foncièrement violent, trop régressif, ouais, trop régressif, je crois que c'est bien ça, et que j'ai aidé à aller vers des psychanalystes. Voilà, donc moi ma question à l'adresse de la psychanalyse, ça concerne la charrette de belles possibilités. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi ça ne, comme Laurent Itenov m'a dit quelquefois, cette possibilité que tu évoques est absolument impensable par des psychanalystes. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi l'espace du cabinet, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, hein. Oui. Chez les ancêtres Winnicott, Mélanie Klein, ils ont ouvert leurs espaces d'analyse au travail du jeu. Je connais une femme là à Avignon qui fait des thérapies d'enfants abusés sexuels ou violentés, et qui a un atelier avec un petit espace pour peindre, dessiner, pour jouer avec des peluches, et qui joue avec l'enfant et qui conduit un travail analytique, un travail psychanalytique. Tu as travaillé un temps, non, il me semble, avec Jean-Paul Abriba, qui était assez... qui a quand même frotté avec cette mouvance-là. Jean-Paul Abriba n'a pas frotté, à ma connaissance, avec cette mouvance. Donc Jean-Paul Abriba, pour moi, d'abord, ça a été mon initiateur à la dynamique de groupe. C'est-à-dire ce dont je te parlais au début de cet entretien. Ça s'est déclenché dans des groupes un peu sauvages qui étaient institutionnalisés par Abriba à la fac de Bordeaux à partir de 1965. Abriba, psychanalyste de l'école lacanienne. Qui est devenu grand Manitou lacanien dans les années 90. Mais disons, moi je l'ai connu, c'était un homme de toutes les idéologies, de toutes les subversions. C'était surtout un homme des idéologies. C'était un philosophe à l'époque. Et quand il a connu Carl Rogers, le travail de Carl Rogers, il a commencé aussitôt. C'est un homme qui s'est identifié, il s'est complètement identifié au fur et à mesure qu'il a rencontré une idéologie bien structurée, opératoire au plan social. Et bien, il adhérait à ces nouveaux trucs. À l'époque, il était maoïste, et il était rogerien maoïste, quoi. De toute façon, je crois qu'il se qualifie d'hétéroclite. Oui, il est très hétéroclite. Je ne sais plus où c'est qu'il a dit ça, mais il l'a dit quelque part. Donc après Rogers, il a découvert Lacan, je pense. Il s'est dégagé, j'imagine, mais c'est pas sûr parce qu'il était toujours membre du Parti communiste. Il s'est dégagé des idéologies, de ces idéologies totalitaires, pour fédérer sa pensée autour de Lacan, autour du travail de Lacan. Alors je l'ai observé de loin. Ça m'intéressait, cet homme qui a été mon papa praticien, quoi, qui a fait de moi un dynamicien de groupe. Il était pour rien, mais sa rencontre a été pour moi le déclencheur de cette vocation, dont je ne me suis pas départi depuis. J'ai vraiment
J'ai enfoncé ma charrue à ce moment-là dans le terreau analytique et dans la psychiatrie et dans le monde de la pensée, quoi. Voilà, et là, une des dernières fois où j'ai vu Abrimat, c'était dans un autobus où il m'avait fait un aveu, comme ça, dans l'autobus qui nous a menés à la fac de Talence. Il m'avait dit, vous savez, mon psychanalyste m'a foutu dehors. Je ne sais pas qui c'était son psychanalyste, mais il était assez éberlué de s'être fait jeter par son psychanalyste, qui avait dû faire quelque chose de très salutaire pour lui à ce moment-là. Et c'est après ça qu'il a... Alors j'ai pas eu connaissance qu'il se soit intéressé à cette mouvance de l'expressionnisme, sinon au travers de quelque chose qu'il m'a montré il y a 2 ou 3 ans, il est venu ici avec un 3e larron qui était Pratt, Roger Pratt, un quanticien, Roger Pratt. Et on a fait un groupe ici, un atelier pendant 1 an. Qu'est-ce que le réel, ça s'appelait. Moi, je défendais le point de vue de l'expressionnisme, pour faire court, où Pratt faisait une dérivation vers la théorie quantique, et où lui était censé poser le point de vue lacanien. Et c'est un truc qui n'a pas fonctionné, parce que... C'est dommage. Oui, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas eu des gens qui n'ont pas bien pris. Et donc à la suite de ça, je suis allé chez lui, pour lui rendre visite, parler, et il m'a montré sa collection de poupées, son funérarium, là, son cimetière de poupées. Je dois dire que le mien à côté... parce qu'il a eu connaissance de mon truc avec les poupées, alors il était curieux sans doute de mes réactions à ce sujet. Donc j'ai vu ces poupées, ça m'a assez épouvanté. Ah oui. Je me suis dit, toi mon Lascar. Donc en arrière-plan du discours universitaire du personnage, que j'aime beaucoup, quoi, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y avait aussi l'histrion, l'homme de théâtre. Je l'ai vu jouant le rôle de Freud dans une pièce de théâtre du côté de Charles Perrins, quoi. Voilà, donc lui, pour moi, ça a été une comète. Je n'y suis pas accroché. Ça a été un condensateur, quoi, un catalyseur. Et à la suite de ce travail avec lui, quoi, je lui ai toujours été très reconnaissant et fidèle. Et prêt à en découdre intellectuellement, quoi. Et ça va bien dans ce sens de la contiguïté dont tu parlais tout à l'heure. Et finalement, quand même, tout au long de ton parcours et de ce que tu as mis en place, il y a eu entre l'art brut dont tu parlais, puis ces expériences créatrices, on va dire, initiales. Oui, initialisantes, oui. Voilà. Tout à fait. Et puis des psychanalystes, finalement, Laurent Etenov, Abrimat, et puis beaucoup d'autres, je suppose. Oui, j'ai été accompagné de quelques-uns ici, oui. Donc ça fait un beau mélange quand même. Je suis très lié avec un psychanalyste de la, je ne sais plus quelle est, 4e école à Paris. 4e groupe. 4e groupe, qui s'appelle Claude Raban. Je ne connais pas. Qui suit de très très près mon travail, et qui est très très soutenant de mon travail de pensée, quoi. Donc maintenant je me sens prêt à jouer et à en découdre, mais du côté du jeu, plus que du côté de la sortie d'asphyxie où je me trouvais à l'époque. Donc tout mon travail théorique représente au fond le fruit d'un travail de sortir de la gangue des théories existences pour m'exister moi-même. Voilà. Pour faire acte de création. M'affirmer comme étant Guy Lafargue, psychologue plasticien, analyste à 16 heures. Voilà. Bien Guy, je te remercie. Il n'y a plus de bande. Donc merci beaucoup Guy Lafargue. Ça arrête de bander au bon moment.
Exactement.